À la une de l'actualité ce soir, la reprise du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Suspendu il y a 2 semaines, le procès a repris ce lundi avec à la barre le général Djibril Bassolé. Ce dernier remet en cause l'ensemble des écoutes téléphoniques qui lui sont attribuées et refuse de répondre à toute question liée aux écoutes. L'ambiance de cette reprise à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, quelle suite judiciaire a donné aux événements de Yirgou dans le San Matenga qui ont fait officiellement 46 morts. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya est notre invité. Il vient nous donner des éclairages. Et puis, contre les ralentisseurs anarchiques et hors normes, le gouvernement lance dès mardi une opération pour faire l'inventaire et ensuite procéder à leur destruction. Pour le ministère en charge des Transports, il est temps de réglementer la construction des ralentisseurs, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition au Gabon, la situation sous contrôle après le putsch raté. Le pays s'est réveillé ce matin avec une annonce de coup de force. Une première dans l'histoire du Gabon qui sera orchestrée par une poignée de soldats. Mais un coup d'État avorté selon toute vraisemblance. Le chef de la troupe, le lieutenant Odong Obiang, vient d'être arrêté et 2 autres membres du groupe ont été tués, a annoncé la présidence de la République gabonaise. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Après 2 semaines de pause, le procès du putsch manqué au Burkina Faso a repris ce 7 janvier à Ouagadougou. À la barre, le général Djibril Bassolé qui remet en cause l'entièreté des écoutes téléphoniques qui lui sont attribuées. Pour lui, il s'agit d'éléments étrangers, douteuses, fabriqués de toutes pièces pour l'accabler. Zougaviel David Abiré, Draman Guéné pour les détails. Dialogue désaccordé ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. À ce 3e jour de l'audition du général Djibril Bassolé, le parquet militaire oppose à l'accusé des écoutes téléphoniques à charge qu'il aurait eu lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. L'accusé campe sur sa position, remet en cause la crédibilité des éléments audio et décide de ne plus répondre aux questions sur le sujet. Le parquetier insiste, plusieurs questions sont posées sur les objectifs de son activisme lors des événements. Le général reste de marbre et se mure dans un silence. Surpris par cette attitude du général, le parquet militaire procède donc à la lecture de la transcription des écoutes dans l'espoir de susciter une réaction de l'accusé. Et de ces écoutes, il ressort que Djibril Bassolé aurait eu des conversations téléphoniques avec, entre autres, Guillaume Soro, Bila Jean-Bénédicte, le commandant Paul-Henri Damiba, le général Gilbert Djindjéré, Fatoumata Thérèse Diawara. Dans ces conversations, le général sollicitait tantôt une aide financière, tantôt une assistance militaire pour renforcer les positions des éléments de l'ex-RSP ou encore dévoilait sa stratégie de conquête du pouvoir en dehors des élections. Après cette lecture, le général réagit enfin, je cite, « Dites-moi d'où proviennent ces écoutes téléphoniques, qui les a interceptées, comment ont-elles été obtenues, comment se sont-elles retrouvées sur Internet ?» Avant de conclure, c'est illégal, c'est fabriqué, c'est manipulé, c'est instrumentalisé dans le but de noyer le général Bassolé. Le parquet militaire lui demande alors, mon général, dites-nous entre ces enregistrements, lesquels sont manipulés et lesquels sont bonnes. Le général le retorque sèchement, tout est mauvais. L'assistance éclate de rire. Les 2 parties engagent alors le débat sur les expertises réalisées sur les écoutes discutées et aboutissent à des conclusions différentes. Si le général Bassolé estime que l'expert émet des réserves sur l'origine des écoutes téléphoniques qui ne seraient pas conformes aux normes GSM internationales, le parquet militaire, lui, se convainc du fait que l'expert ne remet pas en cause leur crédibilité. L'audition du général Djibril Bassolé se poursuit demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. En rappel, le général Bassolé est poursuivi dans le dossier de putsch de septembre 2015 pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et trahison. Je l'annonçais en titre, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya, M. Abdulkader Nagalo est notre invité. Il vient nous parler de la suite judiciaire que va connaître les tueries de Yirgou. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Koudo. Alors dites-nous à ce jour, M. Nagalo, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que la justice sera rendue après ces tueries? Ce qui est fait pour s'assurer que la justice sera rendue après cette tuerie, il faut dire que le mardi 1er janvier 2019, lorsque nous avons été informés
Lorsque nous avons été informés que des tueries ont été commises dans les villages de Yirgou, Dablo et d'autres localités du ressort de notre compétence, nous avons déjà fait ouvrir une enquête. Et l'enquête a débuté par la constatation des faits. Il faut dire que le but de cette enquête judiciaire, c'est quoi? Il s'agit d'abord de constater les faits sur le terrain, de constater les infractions qui ont été commises à la loi, de rassembler les preuves, de poursuivre les auteurs, les co-auteurs, les complices et éventuels instigateurs justement de ces infractions. Et donc une enquête est en cours. Une enquête est déjà en cours, je puis vous l'assurer. Et dans quel délai peut-on espérer l'aboutissement de tout cela? En ce qui concerne les procédures judiciaires, M. Kindo, il faut se l'avouer, on ne peut pas se donner un délai en tant que tel. Parce que lorsque l'enquête va finir, il va falloir que les enquêteurs nous envoient le procès verbal d'enquête et nous allons lui donner la suite. Il est vrai, M. Nagalo, que ce massacre est le énième lié aux questions ethniques au Burkina Faso. Et comment s'assurer que ces tueries de Yirgou seront traitées avec rigueur et fermeté? Ces tueries de Yirgou, il faut le dire, seront traitées avec rigueur et fermeté dans la mesure où, dans un état de droit, ce sont des faits qui sont inacceptables. Il faut dire que ce sont des actes graves, justement, de violation des droits humains. Et déjà sur le terrain, comme je vous le disais, nous avons déjà débuté l'enquête. Il faut dire qu'il y a déjà une équipe de 10 enquêteurs en place et il y a un renfort qui doit aller les assister pour que les choses aillent vite. Donc pour le moment, il n'y a pas d'arrestation? Pour le moment, il n'y a pas eu d'interpellation, M. Kindo. Ok. Merci, M. Abdul Kader Nagalo, d'être venu nous donner des éclairages sur la suite judiciaire à donner aux tueries de Yirgou. Je rappelle que vous êtes le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Kaya. C'est ça. Merci d'être venu. Merci, M. Kindo. Et pour la suite du journal, une Canadienne et un Italien portés disparus au Burkina Faso. Les deux jeunes gens traversaient notre pays pour rejoindre le Togo dans le cadre d'un projet humanitaire. Partie d'Europe par la route, la jeune femme voyageait avec un ami italien, Lucas Tachedo, 30 ans originaire de Venise, et tous deux devaient se rendre en voiture au Togo pour un projet humanitaire, nous l'avons dit, avec l'organisme Zion Gaia. Sans nouvelles du couple depuis le 15 décembre, leurs familles respectives s'inquiètent pour leur sécurité et craignent un enlèvement. Dans le reste de l'actualité, le personnel du Premier ministère présente ses vœux de nouvel an à leur patron. Ils ont souhaité une année de paix et de nouveaux engagements pour le Burkina Faso. Tangarou Kafando. Je vous remercie. Dans la simplicité, le personnel du Premier ministère présente ses vœux au chef du gouvernement. Une matinée de convivialité, un moment d'arrêt pour évaluer les actions de l'année écoulée et prendre ensemble des engagements pour des résultats plus plausibles en 2019. L'objectif du président du Faso et l'objectif du gouvernement au cours de l'année 2019, c'est vraiment de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que nous réalisions une croissance plus forte, que nous élevons le revenu par tête d'habitants de Burkinabé pour faire sortir les Burkinabés de la pauvreté et mettre le pays sur une trajectoire de croissance forte, une croissance durable, une croissance solidaire, une croissance partagée. Le chef du gouvernement donne ici un exemple de sobriété dans les cérémonies de présentation des vœux qui font souvent l'objet des dépenses colossales dans les ministères. En commémorant cette nouvelle année par la sobriété, la simplicité, mais également une profonde communion d'esprit, pour que les forces de défense et de sécurité sachent que la guerre qui nous est imposée n'est pas une guerre contre les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas une guerre contre le gouvernement. C'est une guerre contre le peuple burkinabé tout entier. Et j'invite les autres ministères sectoriels à en faire de même. À l'occasion, Paul Kabatieba a réitéré la nécessité de la cohésion sociale et d'une trêve avec les syndicats pour relever les défis de la croissance et de la sécurité, gage de tout développement. Et puis les Burkinabés de Houston aux États-Unis condamnent les violences intercommunautaires au Burkina Faso. L'association qui regroupe des compatriotes au pays de l'oncle Sam s'était réunie le week-end dernier pour une opération de collecte de fonds afin de venir en aide aux forces de défense et de sécurité, mais aussi à leurs familles. Merci.
Pas de place pour une guerre ethnique au pays des hommes intègres. Le message est ici lancé à Easton, aux États-Unis, par les Burkinabés vivant sur place. La communauté est réunie à travers l'ABH, l'association des Burkinabés de Easton. Ce dîner gala du Nouvel An sert de cadre au lancement d'une opération de collecte de fonds pour venir en aide aux proches des militaires burkinabés tombés dans la bataille contre le terrorisme. Nous suivons tous avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe parce que c'est la meilleure patrie. C'est là où nous voulons, vivre pour le restant de nos vies. Et c'est là où nos cœurs sont restés. Nous avons décidé, cette année, d'aider les familles de nos FDS qui sont tombés au combat, afin que ceux qui sont encore sur le front sachent et aient la conviction que le peuple est derrière eux. On prend la veuve ou on prend l'orphelin et qu'on essaie de les aider de telle sorte que ça avance, on les aide avec des formations, on les aide avec des fonds de commerce et tout. Ça les permet dans le futur, même s'il n'y a plus d'aide, ils peuvent s'en sortir. Des artistes musiciens ont fait le déplacement de Easton, Malika la slameuse, Smarty et Ameti Meria pour soutenir l'initiative de leurs compatriotes. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour donner de la voix en tant qu'artiste, pour la paix surtout, pour la fraternité également, et surtout pour la cohésion de notre nation. Cette soirée gala annuelle de l'ABH a connu la présence d'autres communautés vivant à Easton. Le conseiller aux affaires africaines du maire de la ville a fait une distinction à la communauté burkinabé à travers une distinction faite au premier responsable de l'association pour le dynamisme de cette communauté dans la 4e grande ville des États-Unis. Un reportage signé Vincent Tiendrebeogo. Et puis le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, visite le centre de tri des déchets de la ville de Ouagadougou. Une visite qui a permis à Alassane Sakandé de voir ce qui se fait sur le site comme travail de valorisation des déchets domestiques. Le centre permet de débarrasser la capitale burkinabé de ses ordures ménagères et améliore le cadre de vie des populations tout en préservant l'environnement. Après la visite, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à trouver aux travailleurs du centre des machines pour faciliter leur travail. Pascal Kani. C'est une visite pour saluer l'importance du travail abattu par ces femmes au centre de tri et de valorisation des déchets de Ouagadougou. Ces femmes, des vieilles pour la plupart, s'échinent à trier et à recycler les déchets produits par la ville de Ouagadougou. Le plastique est transformé en granulés, puis vendu aux industriels de la place. Un travail important pour la propriété de la capitale, mais qui manque de reconnaissance selon Isabelle Chalet, députée suisse qui les appuie depuis quelques années. Je suis vraiment très contente que le président de l'Assemblée nationale ait accepté de venir. Je pense qu'il montre la considération à ces femmes qui sont courageuses, qui sont travailleuses, qui nettoient les déchets de cette ville. Et je pense que c'était important que le président fasse ce déplacement aujourd'hui. Il est venu, il a bien parlé, il a promis de nous aider. Donc nous sommes très contents. Des problèmes d'électricité, des machines en panne, les femmes ont profité exposer au président de l'Assemblée nationale leurs difficultés. Nous allons saisir le ministre en charge de l'énergie pour voir si en tout cas le ministère peut diligenter pour que l'électricité soit ici à bonne date. Et deuxièmement, il y a le groupe électrogène qui est en panne. Nous disposons d'un technicien au niveau de l'Assemblée. Nous allons demander à ce technicien de venir voir la possibilité de dépanner ce groupe. Il y a également la tuyauterie qui est bouchée pour permettre d'amener de l'eau. Nous allons regarder avec les techniciens. Je sais aussi que la mairie en dispose. Si la mairie est en difficulté, on peut les appuyer pour qu'on puisse déboucher ces canaux-là afin que l'eau soit disponible. Pour le moment, au centre de tri, c'est seulement le plastique qui est récupéré. Mais pour les spécialistes, plus de 80% des déchets stockés ici sont recyclables. Les femmes de l'association pour la valorisation des déchets plastiques ont encore de la matière à condition d'avoir les moyens de l'exploiter. Dans l'actualité ce soir, le ministère des Transports en guerre contre les ralentisseurs anarchiques sur les axes routiers du Burkina Faso. Il lance une opération à partir de demain, mardi, sur l'ensemble du territoire. D'abord pour faire l'inventaire de ces douanes hors normes. Ensuite, suivra l'étape de la destruction de ces ralentisseurs anarchiques, voire sauvages, sur les routes du Burkina. Parfois, ces ralentisseurs hors normes, loin de résoudre les questions d'excès de vitesse,
peuvent être souvent source d'autres problèmes. Et pour le ministère en charge des Transports, il est temps de réglementer la construction de ces ralentisseurs. Estelle Judith Assogba. Les ralentisseurs hors normes, un véritable danger pour les usagers de la route. Ils jonchent de plus en plus nos routes et causent d'énormes accidents souvent mortels. Le gouvernement a décidé d'en finir avec ces ralentisseurs sauvages. Dès demain, des équipes sillonneront l'ensemble des routes nationales revêtues du pays pour faire l'inventaire de ces ralentisseurs hors normes. L'opération s'étendra sur 2 semaines et après cette étape, suivra la phase de destruction. C'est la deuxième fois que le gouvernement se lance dans cette lutte et pour le ministre en charge des Transports, la présente action sera sans merci. Il faut sensibiliser, mais désormais, carte blanche nous a été donnée pour que ceux qui vont aller au-delà, lorsque nous allons recenser, lorsque nous allons détruire, si des populations, après ces actions-là, se laissent prendre en train de construire des ralentisseurs, force sera donnée à la loi pour les traiter. L'opération ne se limitera pas à la destruction des ralentisseurs anarchiques. Les excès de vitesse seront aussi combattus. Nos policiers, au niveau de Nasser, au niveau des communes, au niveau de la police nationale, vont engager une grande lutte, mais sévère, contre la grande vitesse le long de nos routes nationales. Et dans ce combat, les agents de la police et de la gendarmerie seront dotés de matériel performant. Il s'agit pour nous justement d'augmenter le nombre de matériel que nous utilisons, ce qu'on appelle les radars aujourd'hui. Il y a au moins 5 radars dont nous devons nous acquérir. Et chaque année, de plus en plus aujourd'hui, l'UNACER va chaque année acquérir ces matériels-là à effet de soutenir la police nationale et la gendarmerie nationale pour qu'il y ait une base large pour toucher justement ceux-là qui font beaucoup la vitesse. L'objectif à terme est de débarrasser toutes les routes du pays des ralentisseurs hors normes afin de mieux fluidifier le trafic routier. Et en ce début d'année, le ministère de la Santé a invité les journalistes à aller voir ses réalisations dans le cadre du PNDS dans les régions du Burkina. Dernière étape en date de ce périple, la région des Hauts-Bassins. Des réalisations physiques, ils en existent, mais aussi des chantiers. Nathalie Sawadgo. Le PNDS en marche au ministère de la Santé. Ici, nous sommes sur le site du centre hospitalier régional universitaire de Dédougou. L'hôpital créé en 2014 est bâti sur un terrain d'une superficie de 25 hectares et comprend 64 ouvrages. Il y a la maternité qui est déjà complètement achevée et réceptionnée et il y a les autres infrastructures qui sont en construction. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les travaux évoluent très bien. Le CSPS de Kériba, lui, a été transformé à un centre médical. Bon, nous avons le laboratoire qui est composé d'une salle de consultation pour le médecin, des suites de couches et puis deux laboratoires. Ensuite, on a 2 logements, plus une cuisine et puis une morgue. Toutefois, des difficultés subsistent. La maternité construite en 1979 accueille de nos jours 70 accouchements en moyenne par mois. Le centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso, lui, est construit, équipé et fonctionnel. Seul bémol, le manque de clôture. Après les Hauts-Bassins et la boucle du Moun, les journalistes ont également visité les infrastructures réalisées ou en cours de réalisation dans la région du centre. Ici, nous sommes au centre de cancérologie de Tengango, un centre prévu être un institut national de traitement et de recherche d'envergure nationale et même sous-régionale, selon le coordonnateur du projet. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution de 57%. Donc, nous avons pour échéance, d'ici fin mai 2019, pour livrer la première phase du projet, à savoir la médecine nucléaire et la radiothérapie. Le projet de construction du centre de neurologie, lui, est à 16% du taux d'exécution de l'ensemble du projet. Un projet évalué à environ 11 milliards, financé exclusivement par le budget de l'État selon son coordonnateur.
Pour ces 3 bâtiments que vous voyez qui sont en chantier, le niveau d'exécution est à 26%. Voilà, pour un délai d'exécution de 10 mois. Mais pour l'ensemble donc du projet, de 16%. Et que dire du programme de la médecine physique et de réadaptation? Ce projet est exécuté par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'éducation, de la formation à l'étranger et Wallonie-Bruxelles International. La construction du bâtiment, l'ordre de service a été donné le 17 décembre 2017 pour un délai d'exécution de 10 mois. Actuellement, nous sommes à 12 mois d'exécution et nous sommes à un taux d'exécution physique de 79%. Le coût de réalisation et d'équipement du bâtiment s'élève à 408 millions. Au plus tard, en tout cas en janvier 2019, le bâtiment sera prêt. Pour ce qui est de la médecine traditionnelle, le centre est fin prêt. L'ouvrage a même été réceptionné, mais il reste des gaps à combler. Donc les équipements sont en cours. Le marché de plantes médicinales n'est pas encore implanté même. L'aménagement intérieur n'est pas encore fait. On est en train de négocier avec la Sonabel et l'ONEA pour pouvoir faire les branchements. Donc du coup, on ramène son ouverture là pour 2019, s'il plaît à Dieu. Le ministère de la Santé envisage le démarrage des travaux de construction et d'équipement des infrastructures des centres hospitaliers universitaires régionaux de Gawa et de Fadam Gourma et de bien d'autres localités pour 2019. En culture, l'année 2018 aura été une année marquée par des événements, de nombreux événements en occurrence culturels au Burkina Faso. Des événements qui ont permis au pays de rayonner au plan international. Retour sur ces manifestations avec Aruna Mari. La culture burkinabé a rayonné et conquis des espaces dans les 4 coins du pays en 2018. La 15e édition du Siao qui s'est achevée le 4 novembre dernier a servi de tribune à la crème de l'artisanat africain. Autre biennale, la Semaine nationale de la culture SNC. L'édition 2018 a invité les Burkinabés à s'investir plus pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel. D'autres manifestations ont aussi permis à la grande famille des artistes d'émerveiller par leur talent et par leur art. Le Festival des arts et des masques de Dodougou, les nuits atypiques de Koudougou, et les Faso Music Awards. En 2018, le charme et la beauté ont été aussi placés sur un piédestal au concours Miss Université. D'autres événements culturels, comme le festival Rendez-vous chez nous et Jazz à Ouaga, ont tous servi de tribune aux expressions artistiques. En musique, 2018 a enregistré de nouvelles œuvres comme celle de Floby, Dico Fils, Don Sharp de Batero. Je viens de là où l'on parle à la terre et à l'air, où l'eau et les arbres rappellent que les morts, même morts, les morts ne sont jamais partis. Et de l'octogénaire Yiri Lengani. Toujours dans le showbiz, les Koundé ont décerné l'or à Waboussim. Cependant, la mort a frappé dans les rangs de la grande famille des acteurs culturels en 2018. Salamé Joseph Salabo a cassé la corde de sa guitare. La faucheuse a aussi emporté à jamais le maître Idrissa Ouedraogo et Missa Ebié au moment où se profile à l'horizon le cinquantenaire du FESPACO. Là c'est bon. On fait le contre-champ. Non, Pépé, excusez-moi. En quête d'un troisième étalon, le Burkina Faso invite tout de même les acteurs à interroger la mémoire du cinéma africain afin de lui assurer un meilleur avenir.
Et puis le comité du projet de réhabilitation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso a organisé une conférence de presse ce 5 janvier à Bobo-Dioulasso pour faire part de l'état d'avancement du projet. Débuté il y a 3 ans, le coût total du projet s'élève à 700 millions de francs CFA et à ce jour, la somme mobilisée est de 150 millions de francs CFA, ce qui est loin du compte. Mireille Karotouma. La cathédrale de Bobo-Dioulasso croule sous le poids de l'âge. Afin de la réhabiliter, un projet est lancé depuis avril 2016. Mais à ce jour, les travaux tardent à démarrer, faute de moyens financiers. En effet, sur un total de 700 millions pratiquement que nous devions mobiliser, nous ne pouvions pas commencer les travaux avec seulement les 150 millions disponibles. Alors que le gros lot qui consiste à monter une nouvelle toiture coûte 2,5 fois le montant dont nous disposons et pour laquelle il faut 200 millions au moins pour lancer la commande de cette toiture. Le comité chargé du projet sonne une fois de plus la mobilisation en demandant aux fidèles catholiques de mettre la main à la poche et aux bonnes volontés une aide financière. Sans ignorer les contributions antérieures, contributions financières et promesses de contribution, je reviens vers vous, chrétiens et catéchumènes, hommes et femmes, enfants, jeunes et personnes âgées, et vous toutes personnes de bonne volonté, pour demander encore de nous aider à donner à Dieu une demeure digne de lui, par une contribution de 1000 francs chacun. En plus d'être un lieu de prière pour les fidèles catholiques, la cathédrale de Bobo-Dioulasso est un vestige historique de la cité de Sia. Construite en 1957, sa réhabilitation permettra de lui redonner sa beauté et son lustre d'antan. À l'étranger, au Gabon, le pays s'est réveillé ce matin avec une annonce de coup de force, une première dans l'histoire du Gabon qui serait orchestrée par une poignée de soldats. Mais un coup d'État avorté selon toute vraisemblance. Le chef de la troupe, le lieutenant Ondo Obiankeli, vient d'être arrêté et 2 autres membres du groupe ont été tués, a annoncé la présidence de la République gabonaise. Le porte-parole du gouvernement gabonais indique que d'autres arrestations ont été opérées et tous ceux qui sont impliqués dans ce coup de force avorté seront punis sévèrement conformément à la loi. Les rues de la capitale gabonaise Libreville sont restées calmes ce lundi. Seule la présence de véhicules militaires pouvait témoigner de la tentative de coup d'État menée dans la matinée. En quelques heures seulement, le gouvernement gabonais a repris le contrôle de la situation. 3 putschistes ont été arrêtés, les 2 autres tués. Dans les locaux de la radio d'État ce matin, leur leader a appelé à un soulèvement alors que le président Ali Bongo est en convalescence au Maroc. Il a également évoqué les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2016. Le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. La famille Bongo gouverne le pays depuis 1967. En 2016, Ali Bongo a été réélu, mais de nombreuses suspicions de fraude ont entaché les résultats. Le président est actuellement au Maroc après avoir été victime d'un AVC en octobre dernier. Le 31 décembre, il a adressé ses vœux aux Gabonais, mais n'a pas réussi à rassurer sur son état de santé. Malgré son échec, la tentative de coup d'État témoigne une fois encore de l'instabilité du Gabon depuis l'élection de 2016. Avec la convalescence d'Ali Bongo, le futur du pays est plus que jamais incertain. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.
La 3G nouvelle génération de Télécel. Nous l'avons voulu fiable, stable, fluide et rapide. Pour vous permettre de partager vos émotions.